Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais avant de commencer, un message important, nous avons besoin de vous. Le Média a lancé Riposte, une campagne de financement citoyen pour nous permettre de continuer à vous proposer une information libre, indépendante et populaire. Dans un contexte où des fortunes privées comme celle de Pierre-Édouard Stérin cherchent à influencer l'opinion à coups de millions d'euros, nous devons nous organiser collectivement. Alors aidez-nous à riposter, parlez-en autour de vous et soutenez-nous si vous le pouvez bien entendu. Rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr pour nous faire un don défiscalisable. 100 € ne vous coûtera en fait que 34 après impôt. Et maintenant, place à l'épisode 63 du récap. C'est parti. Il fait chaud, très chaud, la France suffoque depuis quelques jours. Hier, le pic de température a été enregistré dans l'Aude à plus de 41 degrés. À Paris, le thermomètre frisait les 39 degrés. Bref, nous sommes au tout début de l'été et nous venons d'essuyer le premier épisode caniculaire de l'année. Qui aurait pu prédire ? Les 3500 scientifiques du GIEC, probablement, mais eux, personne ne les écoute, ça fait un moment qu'on l'a compris. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'ils ne font pas qu'alerter sur le réchauffement climatique, ils proposent aussi des solutions pour corriger le tir. Mais ça aussi, tout le monde s'en fout. Notre belle planète continue de se transformer en cocotte minute et les dirigeants de ce monde regardent monter la vapeur sans jamais couper le feu, pour ne pas dire qu'ils rajoutent du bois. Alors tout ce qu'on nous propose, ce sont des mesurettes cosmétiques quand elles ne sont pas franchement nuisibles, voire carrément des magots. Et désormais, ce n'est plus l'avenir qu'on hypothèque, c'est le présent qu'on s'aborde. Mais alors revenons-en à notre épisode caniculaire en France. En raison de l'intensité et de la précocité de la vague de chaleur, des mesures d'urgence ont dû être mises en place, comme notamment la fermeture d'écoles, jusqu'à 1350 sur les 45 000 écoles publiques que compte notre pays, en raison de l'incapacité à refroidir les locaux. Certains enseignants auraient même incité les parents d'élèves à équiper leurs enfants de ventilateurs personnels pour venir à l'école. Ça, c'est une info de Pascal Praud. Alors, on tombe des nues, encore une fois. Qui aurait pu prédire une telle situation ? Les profs auraient quand même pu prévenir que leurs établissements étaient en mauvais état. On regarde une petite vidéo. On est à Blaise Cendrars, évidemment qu'on a un seau pour les fuites, parce qu'on n'a plus de plafond. Je suis professeur au lycée Blaise Cendrars, bien évidemment que je ramène mon ventilateur personnel pour ventiler mes 35 élèves dans la même salle. Alors cette vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux, 2 millions de vues au compteur, et la réponse de l'académie et du rectorat a été un peu surprenante. Une convocation sans motif pour les enseignants qui y apparaissent. Les syndicats ont évidemment dénoncé à l'époque une tentative d'intimidation et une réponse répressive face à l'expression d'un malaise profond au sein de la communauté éducative. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais alors face à cette vague de chaleur extrême, vous l'avez compris, le gouvernement a mis les bouchées doubles. Bayrou s'est carrément déplacé pour suivre l'évolution de la situation. Et ça, contrairement à la canicule, c'est vraiment inédit. Le Premier ministre assure que le gouvernement est pleinement mobilisé et appelle à la plus grande prudence et à la vigilance de chacun, notamment envers les populations les plus fragiles. Si avec ça, vous ne vous sentez pas déjà un peu mieux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ah si, peut-être les consignes de Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. On l'écoute. D'abord, la canicule, ça concerne chacune et chacun d'entre nous. Ça veut dire, évidemment, boire de l'eau, essayer de se rafraîchir. Se rafraîchir, c'est se mouiller le corps. C'est éviter de faire des activités qui sont des activités sportives quand il fait extrêmement chaud. Et c'est d'essayer de tempérer autant qu'on le peut son logement. Si l'on ne se sent pas bien, on prend contact avec son médecin. Si c'est plus important, on appelle le 15. Il y a un numéro vert qui est à disposition de nos concitoyens, c'est le 0800 06 66 66, 0800 06 66 66, qui donne des informations. Alors boire de l'eau, se refroidir et si besoin, appeler le SAMU. Heureusement que la ministre est là, sinon on n'y aurait pas pensé tout seul. D'ailleurs, l'œil affûté de notre collègue Niels Wilke a repéré un bon conseil supplémentaire sur le site de Santé publique France, placé sous la tutelle du ministère de la Santé en personne. Si votre appartement est une étuve pendant la canicule, n'hésitez pas,
si vos moyens le permettent évidemment, à louer un logement mieux isolé quelques jours. Voilà, c'était le conseil du ministère, on n'y avait pas pensé non plus. Et si l'envie vous prenait d'appeler le énième numéro vert du gouvernement, laissez tomber, Ouest France a testé pour vous et le résultat n'est vraiment pas concluant. 10 minutes d'attente pour s'entendre donner les mêmes conseils basiques que tous les membres du gouvernement rabâchent sans cesse, sans adaptation ou personnalisation. Bref, c'est un zéro pointé, encore une fois. En parlant de la ministre du Travail, ce matin, on apprenait qu'un homme de 35 ans est mort hier, juste après avoir quitté le chantier où il travaillait à Besançon. Les témoins ont rapporté qu'il se plaignait beaucoup de la chaleur. Le parquet a d'ailleurs demandé à ce qu'une autopsie soit réalisée pour déterminer si ce décès brutal par arrêt cardio-respiratoire est dû ou non à la canicule. Et à chaque épisode caniculaire, on constate mécaniquement une hausse des accidents du travail, parfois mortels donc. Les travailleurs, notamment les ouvriers du BTP, mais pas seulement, sont particulièrement exposés à ce risque. À la RATP, des relevés de température font état de pointe à 46 degrés pour les chauffeurs, dans les bus notamment. Même chose dans les cuisines des restaurants, par exemple. Selon un décompte réalisé par Le Monde à partir des données de Santé publique France, toujours, entre 2018 et 2023, au moins 48 travailleurs sont morts dans des accidents du travail liés aux fortes chaleurs. Et ce chiffre est clairement sous-estimé. Les conséquences d'une exposition aux fortes chaleurs peuvent apparaître immédiatement, comme dans les 3 à 10 jours qui suivent au domicile comme au travail, pointe l'inspection du travail. Si un décret relatif au travail par température trop élevée ou trop basse a été signé par les ministres concernés le 27 mai dernier, la CGT dénonce qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Le syndicat critique les effets d'annonce suite à des drames comme les accidents du travail mortels, de belles déclarations mais surtout aucune contrainte pour les employeurs et aucun moyen pour les services en charge de la prévention, écrit la CGT dans un communiqué. Concrètement, face aux vagues de chaleur, le gouvernement gesticule, mais surtout se désengage. Pour Retailleau, il faut carrément, je cite, « arrêter de tout demander à l'État. La responsabilité, c'est important, il faut prendre soin les uns des autres. Alors débrouillez-vous avec ça et surtout n'oubliez pas de boire de l'eau. » Ce discours sonne tout bonnement comme un abandon pur et simple des responsabilités publiques et politiques. Le ministre de l'Intérieur nous renvoie à nos responsabilités individuelles pendant que le gouvernement, lui, ferme les yeux sur les défaillances structurelles, l'absence de planification écologique et aussi sur les conséquences exacerbées en cas de crise de l'abandon des services publics. Globalement, le seul qui voit pas le problème à tout ça, c'est Pascal Praud. Sur son plateau climatisé, c'est le dernier climato-sceptique à encore tenir la barre. Plus personne ne va dans son sens, il s'écharpe carrément avec Eugénie Bastier qui essaye de lui opposer des données scientifiques, mais Pascal, lui, n'aime pas les chiffres, surtout quand ils disent pas ce qu'il veut démontrer. Il n'aime pas non plus les prévisions d'ailleurs. Pour lui, il fait chaud et c'est normal, c'est l'été. Et puis d'ailleurs, on ne parle pas de réchauffement climatique, mais de clim. On l'écoute. Combien il y a eu de jours de canicule l'année dernière en 2024 ? Combien ? 0. Il y en a eu 0 ? Bon, il y en a eu 0. On prévoit quand même d'ici 2050 une vingtaine. Oui, non, mais on prévoit. Moi, je veux bien qu'on prévoit, mais moi, prévoir, ça me plaît pas en fait. Parce que moi, je vous sors ce qu'on disait en 89. Moi, je prévois pas. Je demande ce qui s'est passé l'année dernière. Moi, je vais vous dire un truc, Pascal. Je vous ai dit les chiffres. En 25 ans, il y a eu 2 fois plus de canicules qu'en 50 ans. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. S'il y a 2 jours de canicule et que ça fait 4, c'est pas grave. Des épisodes qui sont de plus en plus fréquents. Ça ne veut pas rien dire. L'année dernière, il y a eu 0 jour de canicule. C'était une année exceptionnelle. Enfin, dans les tendances des 25 dernières années, il y a eu beaucoup d'épisodes de canicule. En 2010, il y a plus de canicule. Mais sans doute. Mais combien de jours il y a de canicule à Paris ? Pascal, la canicule de 2003, elle a duré 15 jours, elle a fait 30 000 morts. Je vous assure, je ne nie rien du tout. Je mets en perspective. Le désordre climatique, il est réel. Quand vous allez à la campagne, les arbres tombent, la nature souffre. On ne parle pas de ça, on parle de la climatisation. Vous n'avez pas climatisé les arbres. Le climat change, que vous vouliez non. Ce n'est ni réac, ni progressiste de dire cela. C'est un constat que tous les agriculteurs font, par exemple. La nature est en train de changer sous l'effet du climat. Alors la climatisation, c'est devenu le sujet incontournable. En surchauffe, la France fantasme ce courant d'air frais. Un instant de répit un peu illusoire qui paradoxalement fait monter encore plus la température. Enfin ça, c'est pas le problème de CNews ni de l'extrême droite. Vous connaissez la chanson, toutes ces histoires. C'est des réflexions de Khmer vert, ces gros rabat-joie là. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est la clim. La clim, maintenant, c'est l'extrême droite. Oui, non mais on est dirigé... Christophe Guilluy l'avait prédit chez Sonia Mabrouk. Mais complètement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il disait comment demain, le réel serait considéré comme d'extrême droite parce que tout ce qui n'est pas en conformité avec ces ayatollahs
Verts aujourd'hui, ils vont essayer en permanence de les extrême droitiser. Alors derrière les grandes phrases, on camoufle surtout l'incompétence totale de l'extrême droite en matière d'écologie. Preuve en est, la seule proposition de Marine Le Pen, c'est donc un grand plan de climatisation du pays. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ni comment c'est mis en œuvre, puisqu'elle annonce qu'elle le présentera prochainement. Sûrement le temps que l'un de ses conseillers se penche sur la question. Toujours est-il que la matriarche assure que ces mesures viseront à, je cite, encourager la rénovation des bâtiments et l'amélioration du confort de vie dans le cadre d'une transition environnementale, populaire, souveraine et rentable. Alors penser que l'écologie peut être une source de rentabilité, c'est vraiment la preuve, s'il en fallait encore, que le RN n'a rien compris aux enjeux écologiques. Ni à la clim d'ailleurs. Il n'y a pas la clim là-dedans. Non, il n'y a pas la clim là-dedans. Ils sont beaux ces hélicos. Ils sont trop beaux les hélicos là. Ah, ici aussi. Alors évidemment, l'autre Marine, Tondelier, la chef des écolos, s'est étranglée en voyant les propositions de l'extrême droite. Sur BFM, tout le monde en prend pour son grade. Les fausses solutions de la mère Le Pen, le gouvernement qui sacrifie en permanence les budgets alloués à l'écologie et tous ceux qui se découvrent une fibre écolo seulement quand les événements climatiques nous accablent. On l'écoute. L'adaptation, ça doit se faire tout le temps. Il faut, des mesures pour lutter contre le changement climatique. Donc là, quand j'entends Marine Le Pen, qui a quand même voté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, qu'il fallait un moratoire interdire les énergies renouvelables, je me dis que quand même, ils n'ont pas tout compris. Et donc, il faut des mesures courageuses, tout le temps, audacieuses. Le texte qui finalement n'a pas été voté. Hein. Oui, tellement c'était devenu ouf à la fin dans le texte. Et puis, il faut aussi des mesures d'adaptation des villes. Et il y a un fonds qui existe pour aider les villes à s'adapter, qui s'appelle le Fonds vert. Figurez-vous que ce gouvernement, dans les réductions budgétaires, l'a baissé de 55%. Et donc, le Fonds vert, ça sert à réaménager des écoles, des services publics pour qu'ils soient mieux isolés thermiquement. Emmanuel Macron, il avait promis d'isoler 40 000 écoles d'ici 10 ans. Ouais. Il en a fait cette année 65. Donc vous voyez, il y a le fait que dès qu'on veut faire des économies, on le fait sur l'écologie. De manière générale, l'écologie, on a pris plein la tronche depuis 3 semaines. C'était un festival. Ouais. Il y a eu 40 mesures régressives sur l'environnement depuis janvier. Et là, depuis 2 jours, tout le monde est devenu écologiste. Vous avez vu? Il y a Gérald Darmanin qui a dit vraiment il faut une écologie populaire, Retailleau, Marine Le Pen, tout le monde s'y met. Quand on porte un combat, on souhaite que chacun s'y convertisse. D'accord, mais ce serait bien que ce soit pas juste 3 jours par an quand les gens suffoquent. Je trouve ça un peu hypocrite. Alors évidemment, les écologistes ont remis en avant leurs propositions en matière de transition écologique, notamment via un grand plan de rénovation, d'adaptation des conditions de travail et de végétalisation des zones urbaines. La France insoumise a également dégainé son plan canicule avec 13 mesures d'urgence et 5 textes. Pour parler de tout ça, nous avons reçu le député LFI Loïc Prudhomme il y a quelques jours dans la contre-matinale du Média. Alors n'oubliez pas d'ailleurs, cette émission est diffusée en direct et en replay sur la chaîne secondaire Le Média 24/7. N'oubliez pas de vous abonner. C'est un texte qui prétend traiter le problème au niveau de l'urbanisme aujourd'hui. Et voilà, on voit aujourd'hui que c'est les villes qui concentrent les endroits où il fait le plus chaud. Et donc cette proposition a pour objectif, d'essayer de faire un recensement en fait, des îlots de fraîcheur où on pourrait se réfugier dans les épisodes de canicule. Et puis aussi de permettre d'adapter les villes pour les années qui viennent avec des mesures ambitieuses, notamment sur les trames vertes qui doivent être aujourd'hui des refuges de fraîcheur, mais aussi la question de la construction avec l'interdiction d'utilisation des climatisations pour les constructions neuves. Je propose une définition des trames vertes qui sont aujourd'hui des endroits où l'arbre retrouvera sa place et permettra de jouer son rôle de climatiseur naturel. Donc, en définissant ces trames vertes, ça me permet juste après de donner des trajectoires d'obligation de pourcentage de trames vertes à intégrer dans les villes dans les années qui viennent. Et donc, ça donne un cadre législatif, mais aussi une trajectoire obligatoire que les villes devront suivre pour pouvoir s'adapter au changement climatique. En fait, aujourd'hui, on voit qu'elles le font, mais uniquement sur le mode du volontariat, et qu'en fait, on est très, très en retard. Il suffit d'entendre ce que vous releviez, la ministre Pannier-Runacher, qui en gros nous dit qui aurait pu prédire, alors que nous savons que dans les 25 années à venir, les épisodes de canicule, de chaleur extrême vont être 3 fois plus nombreuses
et durer au moins 3 fois plus longtemps. Au final, face à la canicule et plus généralement face au réchauffement climatique, la France s'enfonce dans un cercle vicieux. Des scientifiques perpétuellement ignorés au profit de fausses solutions et d'une gestion à vue qui sacrifie le présent comme l'avenir. Mais pendant ce temps-là, ce sont les plus vulnérables qui trinquent, les sans-abri, les précaires, les élèves, les ouvriers, les personnes âgées, les détenus et j'en passe. Face à cette crise qui s'installe chaque jour un peu plus, la France souffre d'un déni criant d'incompétence politique. Le gouvernement, non seulement dépassé, mais aussi volontairement sourd, continue à couper les budgets alloués à l'écologie, sacrifiant l'urgence climatique sur l'autel de la rigueur budgétaire. Pendant ce temps, la droite et l'extrême droite, à court d'idées, se contentent soit de renvoyer à la responsabilité individuelle ou à de fausses solutions comme la climatisation à outrance, preuve qu'ils n'ont strictement rien compris aux enjeux environnementaux. Face à une crise climatique qui bouleverse déjà nos vies et menace l'avenir même de l'humanité, leurs paroles politiques restent creuses et les actions tout aussi dérisoires. Seule la gauche porte des propositions concrètes en matière de transition écologique. Elle est la seule à s'emparer sérieusement de ce défi existentiel. Ignorer ou minimiser ces enjeux, c'est condamner les générations présentes et futures à vivre dans un monde encore plus hostile, plus instable et plus inégalitaire. Alors le temps presse, il ne s'agit plus de se cacher derrière de jolis discours opportunistes. La maison brûle depuis plus de 50 ans, il ne suffit plus de le dire, il faut enfin agir. Il n'est plus vraiment temps d'éteindre l'incendie. En revanche, il est toujours possible d'éviter que l'air ne devienne complètement irrespirable. On poursuit avec le reste de l'actualité. La commission d'enquête dite Betaram a rendu son rapport. 3 mois de travail, 140 auditions et des milliers de documents analysés, la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire a publié son rapport de 330 pages ce mercredi 2 juillet. Elle avait été créée après les révélations sur les violences physiques et sexuelles commises à Notre-Dame de Betaram et sur le silence qui les a rendues possibles. Le rapport pointe un défaut d'action du Premier ministre François Bayrou dans l'affaire Betaram. Plus largement, les co-rapporteurs Violette Spielbout et Paul Vanier dénoncent des défaillances dans le contrôle de tous les établissements scolaires. Ce rapport fait un constat accablant, celui d'une défaillance majeure de l'État dans le contrôle et dans la prévention des violences en milieu scolaire. Il porte 50 recommandations pour empêcher demain d'autres Betaram. Parmi ces recommandations, la création d'un fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes et des contrôles réguliers dans les établissements scolaires. Violette Spielbout et Paul Vanier proposent aussi la mise en place d'une mission chargée de réfléchir à l'imprescriptibilité de certaines infractions commises sur les mineurs. Présidentielle 2027, désormais, Lucie Castet, l'ex-candidate NFP au poste de chef de gouvernement, réunit aujourd'hui les chefs de file de la gauche pour réfléchir à une candidature unique. Lucie Castet veut fédérer la gauche en vue de la présidentielle de 2027. La haute fonctionnaire réunit ce mercredi plusieurs responsables de gauche. Objectif, discuter de la désignation d'un candidat commun à l'élection présidentielle. Il y a 1 an, après les élections législatives, elle avait été désignée candidate au poste de première ministre par le Nouveau Front Populaire. Emmanuel Macron avait refusé de la nommer. Aujourd'hui, elle tente encore d'unir la gauche. Forcément, mettre d'accord des appareils prend du temps, mais je crois que les partis ont vraiment conscience que séparer, c'est l'échec assuré. Mais depuis les législatives de 2024, l'alliance de gauche s'est délitée. Plusieurs responsables politiques ont répondu à l'invitation de Lucie Castet, notamment François Ruffin, Marine Tondelier et Olivier Faure, mais d'autres ont refusé de participer. Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann préparent déjà leur candidature pour 2027. Lucie Castet a déclaré laisser la porte ouverte aux partis absents pour une potentielle alliance pour 2027. On continue avec l'international et une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Les États-Unis ont en effet annoncé avoir cessé la livraison de certaines armes dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Russie. Washington suspend la livraison de certaines armes à Kiev. Les États-Unis invoquent la nécessité de préserver leurs propres ressources militaires. Les stocks de certaines munitions promises par l'administration Biden seraient trop faibles pour prendre le risque d'en envoyer à l'étranger. C'est ce qu'a expliqué Anna Kelly, porte-parole de la Maison-Blanche. Cette décision a été prise pour faire passer les intérêts de l'Amérique en premier, après avoir examiné le soutien et l'assistance militaire de notre pays à d'autres pays dans le monde. D'après certains médias américains, l'arrêt des livraisons concernerait des missiles de défense anti-aériens et des obus. Cette décision inquiète Kiev, dont la défense dépend fortement des livraisons d'armes américaines. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov s'est au contraire félicité de cette décision, en déclarant « Moins il y a d'armes livrées à l'Ukraine, plus proche est la fin de l'opération militaire spéciale ». Cette annonce américaine intervient alors que la Russie multiplie les attaques sur le sol ukrainien et que les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu sont au point mort.
Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média lance Riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne. Alors parlez-en autour de vous et rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr. Et tant qu'on y est, abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.